toujours été une partie de plaisir, mesdames et messieurs. Avant toute chose, voici les grandes lignes de l'actualité. Le verdict en appel dans l'affaire 100 jours mettant en cause Vital Kamerhe et ses co-accusés est tombé. Faute de preuves, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe acquitte l'ancien directeur de cabinet du président de la République et ses co-accusés. Dans un rapport remis au Conseil de sécurité de l'ONU par Deutsche Welle, un service international de diffusion de l'Allemagne, un groupe d'experts des Nations Unies estime que le Rwanda et l'Ouganda ont servi de base arrière au groupe terroriste de M23 pour recruter, réarmer et réorganiser ces groupes. Ensemble pour un monde de paix, c'est le thème retenu pour la journée olympique commémorée partout dans le monde. C'est jeudi 23 juin en vue d'initier la pratique du sport olympique en présence des athlètes. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons ces journaux par cette nouvelle. Le verdict est tombé. Vital Kamerhe et ses co-accusés sont acquittés par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe dans l'affaire de détournement de fonds liée à l'exécution du programme de 100 premiers jours de Félix-Antoine Tshisekedi. Le président de la jeunesse du mouvement social pour le renouveau, Jano Manyanga, salue l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe et demande à la République démocratique du Congo de dédommager l'ancien directeur du cabinet du président de la République. Suivez. Le procès Vital Kamerhe qui est l'ex-directeur des cabinets du président de la République, c'était juste un procès qui a été attendu par l'ensemble de la population congolaise et tout le monde attendait la manière dont ces dossiers devaient évoluer. D'une manière juridique, on vient de le prouver noir et blanc, qui est l'ex-directeur des cabinets du chef de l'État était innocent. Et nous saluons d'une part la sagesse des magistrats, de toutes les personnes qui ont eu à travailler pour ces dossiers. Et ils ont montré qu'effectivement, il y a des autres qui ont eu à interpréter le droit, et au nom du droit, M. Jamal et M. Kamerhe viennent d'être acquittés. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous regrettons parce que vous avez vu comment l'ex-directeur des cabinets du président a été humilié devant l'ensemble de la population congolaise. Nous pouvons que demander à la République pour pouvoir dédommager M. Kamerhe, parce que ça va de l'histoire qui ne va pas changer. Et même nos enfants connaîtront qu'il y a quelqu'un qui a eu à voler et il a été acquitté. Mesdames et messieurs, c'est depuis le mercredi 22 juin dernier que le cercueil de Patrice Emery Lumumba est à Onaloa, sa ville natale, dans le Sankuru pour la cérémonie funéraire traditionnelle qui prendra des jours, soit ce jeudi et vendredi. Arrivé sur place, la dépouille a été accueillie par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodia. Suivez. C'est depuis mercredi 22 juin que la dépouille mortelle du tout premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, a foulé les sols de la République démocratique du Congo. Après une escale à Kinshasa, la délégation gouvernementale et familiale se sont envolées pour la province du Sankuru. De l'aéroport, le cortège a parcouru 25 km pour se rendre à Onaloa, dans son village natal, où le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, a accueilli la dépouille. matanga esalama liboso ndenge kutimi na biso ndenge kutimi yo obotama basala yango ndenge esengeli koya bolamu na mbuka na yo kotambola malamu na kati ya Kongo mobimba bisika nyonso sala bana Kongo bakomisa yo kwa yo kofila kola mbokoyo Signalons que c'est ce jeudi que la cérémonie funéraire traditionnelle de la relique de Lumumba a débuté dans la province du Sankuru avant les étapes de Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa. Ouvrons ce registre consacré à la sécurité par cette nouvelle. Une délégation nationale du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation séjourne depuis le mercredi 22 juin dernier dans la ville de Bunia.
Elle a échangé avec l'autorité provinciale, le lieutenant-général Johnny Lubuya Kachama, sur leur mission dans la province de l'Ituri qui consiste à étudier la possibilité de démarrer avec les activités du programme DDRCS. Suivez. La délégation nationale du programme DDRCS est conduite par le colonel Pierre Ejide, coordonnateur national adjoint chargé des questions techniques et opérationnelles, accompagné de son collègue de l'économie et finances, ont échangé avec le gouverneur militaire de l'Ituri ce mercredi à Bunia, à l'occasion de leur séjour dans cette partie du pays. Cette équipe est en Ituri pour les études de faisabilité a envie d'amorcer le processus de démobilisation des groupes milices qui ont déjà manifesté leur volonté de déposer les armes dans cette province. Il sera aussi question de former les animateurs provinciaux, mais aussi certifier les sites d'accueil des combattants. Nous sommes venus pour que nous puissions voir exactement où nous pourrons regrouper ces frères. Dans un premier temps pour les opérations de désarmement, parce qu'il faut qu'ils rendent les armes pour qu'ils soient éligibles au programme. Ensuite, identifier les sites où nous pourrons les rassembler pour suivre quelques formations selon le profil de chacun, non seulement en faveur des ex-combattants, mais également des membres de communautés vers lesquels ils vont devoir se réinsérer. La question des miliciens de la FRPI qui sont déjà précantonnés dans un site et l'opération de désarmement avait été déjà amorcée, le colonel Égide Pierre a indiqué que la situation sera vite prise en considération. Des groupes armés qui ont déjà rendu les armes, nous devons nous assurer avec la MONUSCO, avec l'armée, avec la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre, de manière à nous assurer, parce que l'objectif c'est de réduire au maximum la circulation des armes légères dans la communauté. Signalons que cette équipe va aussi organiser des descentes à l'intérieur de la province pour sensibiliser davantage les communautés locales à s'approprier. 13 civils ont péri suite au bombardement de groupes terroristes du groupe de forces négatives M23 dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, dans la commune rurale de Kisi-Gari, au cours de violents affrontements qui se sont déroulés dans la soirée du mardi 21 juin dernier dans ce coin de la République. Retrouvez ces commentaires de Corinne Kadoulou. Plus de 13 civils meurent lors des affrontements et des bombardements des terroristes du M23 dans les territoires de Rutshuru, en pleine commune rurale de Kisi-Gari. Selon certaines sources présentes à ces événements malheureux, il y a eu des affrontements très violents dans ces entités pendant toute la journée du mardi et du mercredi 22 juin dernier entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23. En effet, les dernières détonations d'armes lourdes et de bombardements ont été entendues dans la soirée du mardi aux environs de 19h à 21h heure locale dans la zone de Changi du groupement du Boueza dont ont renseigné les civils et les autorités administratives de la zone. À en croire en ces sources locales, ces attaques rebelles sur le village de Binkete, Changi, Bukina et les alentours ont causé des dégâts énormes en vie humaine. Cependant, ces mêmes sources renseignent qu'il y a encore là une position avancée des FARDC. Elle a réussi à repousser ces attaques de villages qui ont connu une brève occupation de rebelles. L'Ouganda et le Rwanda ont servi de base arrière et ont permis au mouvement de 23 mars de procéder au recrutement, réarmement et réorganisation de troupes. Ces affirmations proviennent du rapport des experts du Conseil de sécurité des Nations Unies explicitant la manière dont les deux pays frontaliers à la République démocratique du Congo soutiennent ces mouvements terroristes. Suivez. Le recrutement, réarmement et réorganisation du M23, le Rwanda et l'Ouganda ont servi de base arrière. En effet, dans une lettre adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies, datée du 10 juin 2022 dernier, dans laquelle les membres du groupe d'experts de l'ONU sur la République démocratique du Congo sont largement revenus sur le fonctionnement du mouvement du 23 mars, dont le M23 en sigle. Considéré par Kinshasa comme un groupe terroriste, la dite lettre est parvenue exclusivement ce mardi 22 juin dernier entre les mains de certaines sources dont les experts du Conseil de sécurité des Nations Unies expliquent clairement de quelle manière le Rwanda et l'Ouganda, qui sont les deux pays frontaliers de la RDC, sont soupçonnés de soutenir le mouvement rebelle et qui leur servent des béquilles
afin que ces derniers puissent se réorganiser, se réarmer et qu'ils puissent encore recruter de nouveaux membres dans leur groupe de rébellion. Signalons que le mouvement du 23 mars, qui fait l'objet des terreurs aujourd'hui, avait été scindé en deux factions, dont l'armée révolutionnaire du Congo, dirigée par Bertrand Bisimwa, et l'Alliance pour le salut du peuple, sous la direction de Jean-Marie Runiga, a fait des fêtes en 2013, dont il est resté inactif jusqu'au bout du mois de novembre 2021, date à laquelle ce mouvement a relancé la reprise des séries d'attaques contre le FRDC et de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle, près de la zone où se rejoignent les frontières qui ont tué des éco-gardes de l'ICCN et les soldats de FRDC. Parlons des décisions prises par le pays membre de l'EAC lors du 3e conclave de Nairobi, d'après Raphaël Loulou, secrétaire général de la formation politique Mouvement social pour le renouveau MSR. Les accords signés à Nairobi entre la RDC et les pays membres de la sous-région pour le déploiement de la force spéciale de la région en République démocratique du Congo pour lutter contre le terrorisme n'apportera pas de résultat. Il considère ces résolutions comme une faiblesse du gouvernement de Warrior. Suivez. Nous avons donné de la voix lorsque même les chefs d'état-major des pays de l'Afrique de l'Est s'étaient retrouvés à Goma. Et il y a eu des propositions dans ce sens pour la constitution d'une force régionale pour résoudre ou régler les problèmes d'insécurité dans la région. Et c'est ce qui a été présenté lors du 3e conclave de chefs d'État de l'Afrique de l'Est à Nairobi, au Kenya. Mais la position de la RDC était de ne pas voir le Rwanda ou l'Ouganda faire partie de cette force régionale. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Quelles sont les raisons? Les pays c'est ça la raison. Les pays qui est en train de nous mettre en difficulté, qui est en train d'envahir la RDC aujourd'hui, c'est le Rwanda. Comment voulez-vous que la même force qui nous agresse puisse faire partie de la force qui vient instaurer la paix? C'est dire qu'à la fois, elle est jugée partie, cette force rwandaise. Mais les forces de l'Ouganda participent déjà à la mutualisation des forces en Ituri, où il y a l'état des sièges. Comment voulez-vous que les forces ougandaises se retrouvent à la mutualisation des forces et se retrouvent aussi à la force régionale? La position de la RDC est défendable. Malheureusement, la diplomatie de la RDC n'a pas convaincu. Elle a échoué. Le service de sécurité ont arrêté 7 individus, parmi lesquels le jeune, qui ont posé des actes répréhensibles dans la commune de Bondalungwa, et l'un de ses animateurs de Parlement debout de la formation politique UDPS, Gilles Monniéré, poursuivi pour incitation à la haine tribale à travers les réseaux sociaux. Ils ont été présentés depuis le mercredi 22 juin dernier devant le commissariat de la police nationale congolaise. Le détail dans ses commentaires. Ils ont été présentés à la presse mercredi 22 juin dernier, les jeunes gens qui ont sémé la terreur le week-end dernier à Bandalungwa, vêtus de tenues militaires, machettes en main, contrôlant le véhicule à la recherche des faciès nilotiques. Gilles Kaloubi, alias Monniéré, l'un des animateurs de parlementaires debout de l'UDPS, est lui aussi tombé dans le filet de la police pour incitation à la haine tribale dans les réseaux sociaux. Les commissaires divisionnaires adjoints de la ville-province de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, a quant à lui rappelé les mesures prises par le gouvernement qui devront être respectées à la loupe. Les Kinois sont des peuples hospitaliers. On n'a jamais eu de problème, nous sommes des croyants. Il y a quelques individus qui ont tenté, on les a interpellés, ils sont là, on les a présentés. Demandons seulement que les gens puissent se comporter en suivant la loi et en respectant la police. Rappelons que le gouvernement congolais a interdit le port des tenues similaires à celles de l'armée et de la police.
En ces moments de guerre à l'est de la République démocratique du Congo, John Kazadi, acteur politique congolais, sensibilise ses pairs et la population congolaise au soutien de forces armées de la RDC et le FARDC pour combattre l'ennemi à notre porte afin d'assurer les retours de la paix durable dans cette partie de la RDC. Il s'est dit serein pour une victoire de FARDC contre ses assaillants. Suivez sa réaction au micro de Richard Nawej. Je suis de cœur, premièrement, avec tous les enseignants de l'Est parce que leur travail est dérangé. Je suis de cœur avec les enfants des enseignants, les femmes des enseignants. Et je suis de cœur avec tous les soldats des FARDC. Je vais leur dire une seule chose. La patrie gagne toujours, la nation gagne toujours. Voyons l'histoire de la Chine. Ils ont perdu plusieurs de leurs fils, mais ils ont fini par remporter sur les Anglais ainsi que les autres prédateurs. Donc ce complot-là, il est déjà en train de prendre fin. Et vous en avez vu les signes. En diplomatie, tout est communication. Le fait d'écarter le Rwanda, c'est une façon de dire « on a compris ton sale jeu ». Donc arrête, sinon on va t'arrêter. À l'occasion du Forum économique du Qatar, Paul Kagame, président rwandais, s'est exprimé pour la première fois sur la tension entre son pays et la République démocratique du Congo. Sur ce, il indique avoir demandé au président congolais de ne pas décliner ses responsabilités face aux problèmes internes du Congo en tapant le Rwanda et accuse directement les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO d'avoir fait recours aux combattants de FDLR dans les affrontements contre le groupe rebelle du M23. Suivez. The force and these FDLR groups that committed genocide here in Rwanda. Le président congolais ne peut pas décliner ses responsabilités face aux problèmes internes de la RDC en taxant le Rwanda. Nous avons découvert que les forces congolaises, la MONUSCO, ont fait recours aux combattants FDLR dans les affrontements contre les M23. Une coalition qui s'est investie à lancer des bombes qui ont tué des civils et détruit des propriétés au Rwanda. À présent, parlons société. Vous le savez peut-être déjà, le 23 juin de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la journée olympique qui commémore la fondation du Comité international olympique créé en 1947 dont le thème retenu pour la célébration de cette journée est « Ensemble pour un monde de paix ». Suivez ces détails de Lydia Kondolo. La journée olympique a commémoré la fondation du Comité international olympique le 23 juin 1889 par le baron Pierre de Coubertin. La journée olympique est une célébration du sport, de la santé et du rassemblement. Elle invite tous les habitants du globe à être actifs et à bouger ensemble dans un but précis le 23 juin de chaque année. Les participants du monde entier commémoreront le jour de la fondation du Comité international olympique à Sorbonne, à Paris, date à laquelle Pierre de Coubertin a fait renaître les Jeux olympiques antiques le 23 juin 1894. Cette journée représente l'effet de rendre le monde meilleur grâce au sport. La première célébration de la journée olympique remonte à 1947. Le Dr Gross, membre tchèque du CIO, va présenter l'idée d'une journée olympique mondiale lors de la 41e session du Comité international olympique en Suède, qui sera consacrée à la célébration de tout ce qui représente les mouvements olympiques. Quelques mois plus tard, en janvier 1948, le projet a reçu l'approbation lors de la 42e session en Suisse. Rappelons que pour cette année, le thème retenu pour cette journée olympique est « Ensemble pour un monde de paix ». Ensemble pour un monde en paix, elle célèbre le pouvoir du sport pour rassembler les peuples dans la paix, car la paix et les sports dans le monde olympique ne datent pas d'hier. Pour lutter contre l'instrumentalisation de la jeunesse de son entité communale, Guillaume Ilunga, bourgmestre de la commune de Barumbu, compte sensibiliser et former les jeunes, même au niveau des écoles, à dénoncer le pratique dépravatoire. Pour lui, la jeunesse est indispensable à tout progrès politique et social. Ils doivent avoir conscience pour faire un choix utile à leur avenir. Suivez. La jeunesse aujourd'hui est manipulée parce qu'il n'y a pas d'emploi. Il y a
pas d'orientation. Nous avons les 3 axes, la récupération dans la brigade communale d'assainissement. Parce que dans la brigade communale d'assainissement, nous avons le secteur sécurité, ceux qui surveillent la juridiction parce qu'ils sont dans les quartiers, ceux qui sont dans les conseils communaux de la jeunesse au niveau des associations. Là, ils sont encadrés même par les églises et consorts parce que les églises donc, absorbent aussi un grand nombre de la jeunesse. 3e secteur, nous avons l'hygiène. Là où nous formons les jeunes de Barumbu eux-mêmes à dénoncer là où ils sentent qu'il y a des abus au niveau des familles, au niveau des maisons, là où ils n'ont pas de bonnes conditions. C'est ce que nous, Barumbu, nous sommes attirés. C'est comme ça que vous avez vu même à Barumbu, la délinquance a sensiblement baissé. Aujourd'hui, nous sommes aux environs de 15 à 20% de ces jeunes-là qui restent encore dans cette vision. Je peux souhaiter à tout le monde une bonne fête de l'indépendance. Ayons une pensée pieuse à la fin du deuil de notre héros national Patrice Emery Lumumba, parce que nous sommes aussi parmi les fils des martyrs dont nos parents ont été assassinés pour cette libération. Je crois que nous compatissons avec la famille Lumumba et nous sommes de cœur avec tous les Congolais que cette fin de deuil de Patrice Emery Lumumba, de Patrice Emery Lumumba, coïncide avec la renaissance et le démarrage du Congo vers l'excellence et surtout l'unité nationale avec la fin de la guerre à l'Est. Pour finir cette édition, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, organise une journée de prière en faveur de forces armées de la République démocratique du Congo le samedi 25 juin au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. À ce titre, l'autorité urbaine de la ville de Kinshasa lance un appel vibrant de sensibilisation à l'ensemble de la population de la ville de Kinshasa. Suivez à travers cet extrait choisi par Keren Messou. Kinshasa mbote na bino na kosenga na bino banso ya mboka na biso mingi na Ituri, mingi na Nord Kivu, mingi pe na Sud Kivu. Nzambe ayoka kolela biso, totia mapinga na biso na losambo pe tosenga na ekolo asalisa biso basoda na biso balonga bitumba oyo toza nango oyo bakotiseli biso na mboka biso banso sima ya ba FARDC, nos forces armées congolaises po ete monguna apakata. Merci mingi. C'est tout pour aujourd'hui. Voici le rappel de titre. Le verdict en appel dans l'affaire 100 jours mettant en cause Vital Kamerhe et ses co-accusés est tombé. Faute de preuves, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe acquitte l'ancien directeur de cabinet du président de la République et ses co-accusés. Dans un rapport remis au Conseil de sécurité de l'ONU par Deutsche Welle, un service international de diffusion de l'Allemagne, un groupe d'experts des Nations Unies estime que le Rwanda et l'Ouganda ont servi de base arrière au groupe terroriste de M23 pour recruter, réarmer et réorganiser ces groupes. Ensemble pour un monde de paix, c'est le thème retenu pour la journée olympique commémorée partout dans le monde. C'est jeudi 23 juin, en vue d'initier la pratique du sport olympique en présence des athlètes. Nous disons merci à Richard Nawesh, Corinne Kadoul, Keren Messou, Jovine Binga, Lydia Kondolo, Passiongoy, Light Moutonge, Richard Machita, Junior Kongolo, Jonathan Mitela, Roni Manzila, Shadrach Shulungu, Enoch Mbala, Aris Matundo, juste pour vous dire qu'une très grande équipe était derrière la réalisation de ces programmes informatifs. Au revoir.